On a longtemps cru que le cerveau s'éteignait d'un seul coup, comme une bougie qu'un souffle emporte. La réalité, telle que plusieurs équipes commencent à la mesurer, est bien plus étrange. Dans les secondes qui suivent l'arrêt du cœur, alors que tout devrait sombrer dans le noir, certains cerveaux produisent au contraire une bouffée d'activité électrique d'une intensité rare, parfois aussi forte que dans les états de pleine conscience, parfois davantage. Ce n'est pas une légende. Ce sont des tracés, des courbes enregistrées par des appareils, que des chercheurs ont vus de leurs yeux et qu'ils peinent encore à expliquer. Et cette nuit, sans crainte, je voudrais te raconter cela. Car il y a, dans les toutes dernières minutes d'un cerveau humain, un territoire que la science commence à peine à cartographier. Un territoire que chacun de nous traversera un jour, et que nul ne peut décrire de l'intérieur, puisque personne n'en revient pour en parler tout à fait. Reste avec moi cette nuit, et tu vas découvrir ce que la neuroscience prudente a réellement observé sur ce seuil, ce qu'elle sait, ce qu'elle ignore encore, et pourquoi ce mystère, loin d'être effrayant, a quelque chose de très doux. Tu ne vas pas mourir cette nuit. Tu vas seulement regarder, de loin, avec la tranquillité de celui qui s'apprête à dormir, l'une des dernières grandes énigmes de notre condition. Commençons par une chose simple, presque rassurante. Ton cerveau, en ce moment même, tandis que tu m'écoutes, est l'objet le plus complexe que nous connaissions dans tout l'univers observable. Il contient quelque chose comme 86 milliards de neurones, ces cellules nerveuses qui s'échangent des signaux sans relâche. Et chacun de ces neurones est relié à des milliers d'autres, par des connexions si nombreuses qu'on en compte plusieurs centaines de milliers de milliards. Si tu voulais visiter chaque connexion de ton cerveau au rythme d'une par seconde, il te faudrait des millions d'années. Tout cela tient dans le creux de tes deux mains, et tout cela ne pèse guère plus d'1,5 kg. C'est cette merveille tiède et repliée, à l'abri de l'os, qui fait que tu existes, que tu te souviens, que tu rêves, que tu m'écoutes cette nuit. Et pour vivre, cette merveille a besoin de très peu de choses, mais elle en a besoin sans interruption. Du sucre et de l'oxygène. Ton cerveau ne représente que 2% de la masse de ton corps, mais il consomme à lui seul près d'un cinquième de toute l'énergie que tu dépenses. C'est un organe vorace, qui brûle son carburant à chaque instant pour entretenir le grand bavardage électrique de ses neurones. Et il n'a presque aucune réserve. Là où tes muscles peuvent travailler un moment en puisant dans leurs provisions, le cerveau, lui, vit dans l'instant. Il dépend du flux continu de sang que le cœur lui envoie, battement après battement, et qui lui apporte l'oxygène et le sucre dont il a besoin. Coupe ce flux, et le compte à rebours commence aussitôt. Voilà donc le décor. Un organe d'une complexité vertigineuse, qui produit ce miracle qu'on appelle la conscience, et qui tient cette conscience allumée grâce à un simple filet de sang qui le traverse sans cesse. Tu vois déjà se dessiner la question qui va nous occuper toute cette nuit. Que se passe-t-il, dans cette machine prodigieuse, à l'instant où le filet de sang s'interrompt? Que devient la conscience quand le carburant cesse d'arriver? Et que voient, qu'éprouvent, ceux qui s'approchent de ce seuil et qui, parfois, en reviennent? Reste avec moi, car la réponse est plus surprenante et plus apaisante que tout ce qu'on imagine. Imaginons donc ce moment, non pas le tien, mais celui que vivent ceux dont le cœur s'arrête. Une crise cardiaque, par exemple, ou un accident, n'importe quelle cause qui fait que le cœur, soudain, cesse de pomper. Le sang ne circule plus. Et tout en haut, dans le crâne, le cerveau, ce grand consommateur, se retrouve d'un coup privé de son flux. Les neuroscientifiques ont mesuré ce qui suit avec une assez grande finesse, car c'est une situation que la médecine rencontre, hélas, souvent. Dans les premières secondes, rien ne semble se passer. Le cerveau a encore, dans ses vaisseaux, un peu d'oxygène en réserve, de quoi tenir quelques instants. Mais cette réserve s'épuise vite. Et alors, en quelques secondes à peine, la personne perd connaissance. Le voile tombe. La conscience extérieure s'éteint. C'est ici que commence le vrai mystère, et il faut que tu comprennes bien une chose. La perte de connaissance n'est pas la mort du cerveau. C'est seulement le moment où la conscience visible, celle qui répond, celle qui parle, s'absente. En dessous, sous ce voile, le cerveau, lui, continue d'exister. Ces cellules sont encore vivantes. Elles ne sont pas mortes parce que le sang s'est arrêté. Elles entrent dans une lutte silencieuse pour leur survie, une lutte qui va durer, non pas des heures, mais des minutes. Et c'est dans cet intervalle,
ce court intervalle entre la perte de connaissance et la mort réelle des cellules, que se joue tout ce dont je veux te parler. Quelques minutes. Un seuil étroit. Une fenêtre que la science a longtemps cru vide, et où elle découvre, depuis peu, une activité inattendue. Cette idée que la mort prend du temps mérite qu'on s'y arrête, car elle bouscule une croyance très ancrée. Nous imaginons d'ordinaire la mort comme un instant, un point précis, le moment où le cœur s'arrête. Mais la médecine moderne a appris que ce n'est pas si simple. Quand le cœur cesse de battre, on parle d'arrêt cardiaque, et c'est ce que les médecins appelaient autrefois la mort clinique. Et pourtant, cet état n'est pas, dans bien des cas, irréversible. C'est justement pour cela que la réanimation existe, et qu'elle sauve des vies. En relançant la circulation, en apportant de l'oxygène au cerveau avant que ces cellules n'aient été détruites, on peut, dans cette fenêtre étroite, ramener quelqu'un dont le cœur s'était arrêté. La personne avait franchi le seuil de l'arrêt, et pourtant elle revient. C'est l'un des faits les plus extraordinaires de la médecine, et l'un des plus révélateurs sur la nature même de la mort. Car cela nous apprend une chose capitale. La frontière entre la vie et la mort n'est pas une ligne nette, tranchée d'un coup. C'est plutôt une zone, un intervalle, où le retour reste possible un certain temps avant de ne plus l'être. Les cellules du cerveau, privées d'oxygène, ne meurent pas toutes à la même seconde. Elles s'éteignent par degrés, certaines plus vite, d'autres plus tard, au fil des minutes. Et tant qu'une part suffisante d'entre elles n'a pas été détruite, le retour demeure envisageable. C'est cette zone grise, ce territoire entre le plus et le moins, qui rend possible les réanimations, et c'est dans cette même zone que se déroulent les expériences dont nous allons parler. Ceux qui reviennent et qui racontent quelque chose sont, justement, ceux qui ont séjourné dans cette zone et qu'on en a ramené à temps. Car voici ce que l'on croyait, et que l'histoire de la médecine tenait pour acquis. On pensait que, privé d'oxygène, le cerveau s'éteignait par paliers, comme une ville où l'on couperait le courant quartier après quartier. D'abord les fonctions supérieures, la pensée, la mémoire, puis les fonctions plus profondes, et enfin le silence complet, un tracé plat sur les appareils, ce qu'on appelle l'absence d'activité électrique. On imaginait une extinction progressive, terne, sans relief. Une descente régulière vers le noir. C'était une image simple et logique. Plus de carburant, donc plus d'activité, donc le silence. Mais cette image, plusieurs équipes l'ont remise en cause, et ce qu'elles ont trouvé a de quoi troubler. Avant d'arriver à ce qu'elles ont découvert, il faut que je te dise un mot de la manière dont on écoute le cerveau, car sans cela, tu ne pourrais pas mesurer l'étrangeté de ce qui suit. Pour entendre l'activité du cerveau, les chercheurs posent sur le cuir chevelu, ou parfois même le cerveau d'un animal de laboratoire, de fines électrodes. Ces électrodes captent les minuscules courants électriques que produisent, ensemble, des millions de neurones qui s'activent en cadence. C'est l'électroencéphalogramme, l'E accent aigu G, ce tracé de lignes ondulantes que tu as peut-être vu dans un film ou un hôpital. Et ces ondes ne sont pas toutes pareilles. Elles ont des rythmes différents, des fréquences différentes, selon ce que fait le cerveau. Il y a des ondes lentes, amples, qui dominent dans le sommeil profond. Et il y a des ondes très rapides, serrées, qu'on appelle les ondes gamma. Il faut arrêter un peu sur cette idée d'onde, car elle est plus belle qu'il n'y paraît. Un neurone, seul, ne produit presque rien, un infime éclair électrique, trop faible pour qu'aucun appareil posé sur la peau ne le saisisse. Mais quand des millions de neurones s'allument et s'éteignent ensemble, en cadence, comme une foule immense qui battrait des mains au même rythme, alors leurs petits courants s'additionnent et forment une grande onde, une pulsation collective que l'on peut enfin mesurer. C'est cela, une onde cérébrale. Non pas la pensée d'un neurone, mais le chant commun d'une multitude. Et selon que cette foule bat un rythme lent et paisible, ou un rythme rapide et serré, on lit, sur le tracé, un état différent du cerveau. Le sommeil profond a son rythme ample et tranquille. L'éveil attentif a le sien, plus vif. Et tout en haut de cette échelle des rythmes, les plus rapides de tous, on trouve les ondes gamma. Arrête-toi un instant sur ces ondes gamma, car elles sont au cœur de notre histoire. Les ondes gamma sont les oscillations les plus rapides que le cerveau produise, des dizaines de cycles par seconde. Et les neuroscientifiques s'y intéressent beaucoup, car elles apparaissent surtout dans des moments très particuliers. Quand tu te concentres avec intensité. Quand des régions éloignées de ton cerveau doivent travailler ensemble, se coordonner,
lier des informations en une seule expérience cohérente. Quand tu perçois, quand tu te souviens avec netteté, quand ta conscience est en quelque sorte à son plein régime. Plusieurs chercheurs pensent que ces ondes gamma jouent un rôle dans la manière dont le cerveau assemble des fragments épars en une expérience unifiée, en ce sentiment d'être présent, là, maintenant. Je dis bien plusieurs pensent, car ce lien entre gamma et conscience reste un domaine de recherche, débattu, encore loin d'être clos. Garde cela à l'esprit. Les ondes gamma sont, pour beaucoup, une signature de la conscience vive. Et c'est bien cette signature, ces ondes gamma de la pleine conscience, que plusieurs équipes ont observé là où elles ne l'attendaient pas du tout. Là où, selon l'ancienne image, il n'aurait dû y avoir que le silence de l'extinction. Dans le cerveau qui meurt. Laisse-moi te raconter d'abord une expérience menée sur des animaux, car c'est par elle que tout a commencé à changer. Une chercheuse du nom de Jimo Borjigin, qui travaille aux États-Unis, étudiait depuis des années l'activité du cerveau. Avec son équipe, elle a enregistré, avec un son extrême, ce que devient l'activité électrique du cerveau de rats au moment où leur cœur s'arrête. Ce que l'on attendait, c'était une chute, un effondrement, le glissement vers la ligne plate. Et ce qu'ils ont vu, dans les secondes qui ont suivi l'arrêt du cœur, fut tout autre chose. Au lieu de s'éteindre sans bruit, le cerveau de ces animaux s'est mis à produire une bouffée intense d'ondes rapides, dont ces fameuses ondes gamma. Une vague d'activité organisée, cohérente, surgit au moment même, où d'après tous les manuels, le cerveau aurait dû basculer dans le noir. Et cette activité n'était pas un soubresaut désordonné, un dernier hoquet sans queue ni tête. Elle présentait des marques de coordination entre régions du cerveau, ces marques qu'on associe d'ordinaire au traitement conscient de l'information. Il y a, dans cette image, quelque chose qui touche. Songe aux soins patients qu'il a fallu pour la recueillir. Des années de travail, des appareils d'une grande finesse, une attention extrême portée à un moment que la plupart des gens préfèrent ne pas regarder. Et au bout de cette patience, une surprise, le genre de surprise qui fait avancer la science, celle qui contredit ce qu'on tenait pour sûr. Car la vraie découverte, en science, ce n'est pas de confirmer ce qu'on attendait. C'est de voir surgir, sur un tracé, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, et d'avoir l'honnêteté de le prendre au sérieux. Ces chercheurs attendaient le silence. Ils ont trouvé une dernière clameur. Et plutôt que de la balayer, ils l'ont mesurée, décrite, publiée, offerte à la discussion de tous. Comprends bien ce que cela suggérait, sans pour autant le prouver. Au seuil de la mort, le cerveau de ces animaux ne sombrait pas dans un effondrement passif. Il s'embrasait. Pour un instant bref, il déployait une activité qui ressemblait, par certains traits, à celle d'un cerveau tout à fait éveillé, voire hyper-éveillé. Comme si, privé de son oxygène, l'organe répondait non par l'extinction immédiate, mais par un sursaut, une dernière flambée. Et cette découverte ouvrait une question vertigineuse, que personne ne pouvait trancher. Si le cerveau humain fait quelque chose de semblable, alors les dernières minutes pourraient être, pour la personne, tout sauf vides. Elles pourraient être, du point de vue du cerveau, parmi les plus actives qui soient. Mais attention, et c'est essentiel, ne nous emballons pas. Ce que je viens de te décrire fut observé sur des rats. Un rat n'est pas un homme, et surtout, un rat ne peut pas raconter ce qu'il a éprouvé. On a vu des tracés. On n'a pas vu d'expérience vécue. Toute la prudence du monde s'impose ici. Une vague d'ondes gamma sur un appareil ne nous dit pas qu'il y a, derrière, une expérience consciente. Elle nous dit seulement que la mécanique électrique du cerveau, à cet instant, fait quelque chose de bien plus riche et plus organisé qu'on le croyait. La tentation est grande de sauter à la conclusion qu'il se passe là une expérience extraordinaire. Mais la science sérieuse ne saute pas. Elle constate, elle mesure, elle retient son jugement. Et c'est justement parce qu'elle retient son jugement que ce qu'elle a fini par observer chez l'être humain est si remarquable. Car la question ne pouvait pas en rester là. Si l'on voyait cela chez l'animal, qu'en était-il de nous? Le cerveau humain, le plus complexe de tous, produit-il lui aussi cette flambée au seuil de la mort? Pendant longtemps, c'était presque impossible à vérifier. Il aurait fallu, par une coïncidence rare, qu'une personne soit déjà reliée à un appareil mesurant son activité cérébrale au moment précis où son cœur s'arrête. Or on ne branche pas les gens à un électroencéphalogramme en prévision de leur mort. Cette mesure-là,
on ne pouvait que l'attendre du hasard. Et le hasard, parfois, finit par offrir ce que nul protocole n'aurait pu organiser. Il s'est trouvé, en effet, des cas où des patients, surveillés à l'hôpital pour une toute autre raison, équipés d'électrodes pour étudier par exemple leur activité cérébrale, ont vu leur cœur s'arrêter alors même que l'appareil tournait. Par cette circonstance tragique et exceptionnelle, des chercheurs ont pu disposer de l'enregistrement continu de l'activité d'un cerveau humain juste avant, pendant et juste après l'arrêt du cœur. Une fenêtre rarissime sur ce moment que nul instrument, d'ordinaire, ne saisit. Et ces tracés, ces quelques tracés humains, ont montré, là encore, dans les secondes entourant l'arrêt cardiaque, une montée d'ondes rapides, dont des ondes gamma, semblables par certains traits à ce que l'on avait vu chez l'animal. Le cerveau humain, lui aussi, paraissait capable de cette flambée tardive, de ce sursaut au seuil. Je veux ici être tout à fait honnête avec toi, car le sujet l'exige. Ces enregistrements humains sont peu nombreux. Quelques cas, pas une foule. C'est trop peu pour en tirer une loi générale, trop peu pour affirmer que tout cerveau humain fait cela, et de cette manière. Les chercheurs eux-mêmes le disent avec beaucoup de prudence. Ils parlent de possibilités, d'indices, de pistes à explorer, jamais de certitude établie. Mais la convergence est troublante. Chez l'animal d'abord, chez l'homme ensuite, le même motif réapparaît, contre toute attente. Et ce motif autorise une hypothèse, prudente mais bouleversante, que les chercheurs formulent à mots comptés. Il se pourrait que le cerveau, au seuil de la mort, ne s'éteigne pas en silence, mais traverse un dernier moment d'activité intense, peut-être porteur, qui sait, d'une forme d'expérience. Et c'est ici, comme un écho lointain venu d'un tout autre côté, qu'il faut faire entrer dans notre histoire un phénomène dont tu as sûrement entendu parler. Un phénomène ancien, présent dans toutes les cultures, longtemps rangé du côté de la croyance, et que la science, depuis quelques décennies, a entrepris d'étudier avec sérieux. Je veux parler de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. Pose-toi un instant. Il faut prendre ce sujet avec beaucoup de délicatesse, car il est entouré de promesses et de raccourcis qui ne lui rendent pas justice. Voici ce qu'on observe, et qui est un fait, indiscutable en tant que fait. Un certain nombre de personnes qui ont frôlé la mort, dont le cœur s'est arrêté avant d'être ranimé, ou qui ont vécu un accident grave, racontent ensuite une expérience d'une intensité et d'une cohérence remarquables. Pas un trou noir. Pas un simple évanouissement oublié. Au contraire, le souvenir d'un épisode vivace, souvent décrit comme plus réel que la réalité ordinaire, et dont elles gardent une trace durable, parfois pour toute leur vie. Que ces récits existent, et qu'ils se ressemblent à travers les pays et les époques, voilà qui n'est pas contestable. La question, la vraie, la seule question scientifique, c'est ce qu'il signifie. Et là, il faut avancer avec la plus grande prudence. Car ces récits, chose étonnante, présentent des traits récurrents. Beaucoup de ceux qui racontent une telle expérience décrivent des éléments qui reviennent, d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Une sensation de paix profonde, l'absence de toute douleur, un apaisement souvent décrit comme indescriptible. La sensation, parfois, de se trouver détaché de son propre corps, de l'observer comme de l'extérieur. Le sentiment de traverser quelque chose comme un passage, parfois décrit comme un tunnel, parfois comme un mouvement vers une clarté. La rencontre, fréquente, avec une lumière, qui n'éblouit pas et ne brûle pas, mais qui semble accueillante. Le défilé rapide de souvenirs, comme une vie entière qui se déroule en un instant. Et presque toujours, ce qui frappe le plus, l'absence de peur. Un calme, une douceur, là où l'on attendrait l'épouvante. Il faut s'arrêter un peu sur ce défilé des souvenirs, car c'est l'un des traits les plus universels, et l'un des plus émouvants. Ceux qui le décrivent parlent d'une vie entière qui se rejoue, non pas dans l'ordre, non pas comme un film bien rangé, mais comme une présence simultanée de tout ce qu'ils ont été. Les visages aimés, les instants oubliés, les petites choses sans importance qui remontent soudain avec une netteté bouleversante. Et ce qui frappe, dans ces récits, c'est qu'ils sont rarement teintés de jugement ou de remords. Beaucoup décrivent au contraire un regard d'une grande douceur posée sur leur propre existence, comme si, l'espace d'un instant, ils contemplaient leur vie avec une bienveillance qu'ils ne s'étaient jamais accordée. On ne sait pas, à ce jour, pourquoi le cerveau ferait cela, ni comment. Mais on peut imaginer que, dans cette ultime flambée,
les grandes régions de la mémoire s'activent tout ensemble, et que les souvenirs de toute une vie, d'ordinaire rangés chacun à sa place, se trouvent un instant convoqués à la fois, dans une vaste réunion silencieuse. Songe à ce que cela évoque, sans en tirer plus que de raison. Une vie humaine, c'est une immense bibliothèque de souvenirs, accumulés au fil du temps depuis les premiers jours. La plupart dorment, hors de portée, et tu n'y reviens que par fragments, au gré des occasions. Mais si, à la fin, toute cette bibliothèque s'éclairait d'un coup, si toutes les pages s'ouvraient ensemble, alors la personne contemplerait, en un instant, la somme de ce qu'elle a vécu. Ce ne serait pas une fuite hors de la vie, mais au contraire le retour le plus total vers elle, l'embrassement, en un seul regard, de tout ce qui aura compté. Je dis cela avec prudence, car ce ne sont que des récits, et leur mécanisme nous échappe encore. Mais il y a là, indéniablement, quelque chose qui parle au cœur, et qui ne ressemble en rien à l'image froide qu'on se faisait de la fin. Reste avec moi, car la grande question est maintenant devant nous, suspendue, et c'est celle qui divise les chercheurs. Que faut-il penser de ces récits? Deux grandes manières de les comprendre s'affrontent, et il est important que je te les présente honnêtement, sans pencher en faveur de l'une ou de l'autre, car la science, à ce jour, n'a pas tranché. La première interprétation est celle qu'on pourrait appeler la voie neuroscientifique. Elle dit ceci. Tout ce que ces personnes ont vécu, aussi intense que ce fut, est le produit d'un cerveau en détresse, mais encore actif. Un cerveau privé d'oxygène, embrasé peut-être par cette flambée d'ondes gamma dont nous avons parlé, et qui, dans ce sursaut, génère des perceptions, des images, des sensations d'une vivacité extraordinaire. Cette voie a pour elle une grande force, car elle s'appuie sur des mécanismes que l'on connaît, au moins en partie. La sensation de quitter son corps, par exemple, on sait la déclencher en laboratoire, en stimulant certaines régions précises du cerveau, sans qu'il y ait la moindre mort en jeu. L'impression de tunnel, certains la relient à la manière dont le manque d'oxygène affecte la vision périphérique, rétrécissant le champ visuel vers un point central lumineux. Le sentiment de paix profonde, on peut l'attribuer à la libération de certaines substances que le cerveau produit dans les situations de stress extrême, des substances apaisantes qui éteignent la douleur et inondent l'esprit de calme. Et le défilé des souvenirs pourrait correspondre à une activité intense des régions de la mémoire, sollicitées dans ce moment de crise. Selon cette lecture, l'expérience de mort imminente serait donc un phénomène réel, d'une vérité intense pour celui qui le vit, mais tout entier engendré par le cerveau lui-même, dans son ultime flambée. La seconde interprétation va plus loin, et c'est ici qu'il faut être le plus prudent de tous. Certains, devant ces récits, se demandent si la conscience pourrait, d'une manière que nous ne comprenons pas, persister au-delà de ce que la mécanique du cerveau peut expliquer. Cette idée s'appuie sur des récits particuliers, ceux où des personnes affirment avoir perçu, pendant leur arrêt cardiaque, des choses qu'elles n'auraient pas dû pouvoir percevoir, des détails de la salle, des gestes des soignants, des paroles prononcées alors qu'elles étaient, pour tout dire, inconscientes au sens clinique. Je te livre cela parce que cela fait partie du paysage de la recherche. Mais je dois aussitôt ajouter ceci, et c'est capital. Aucune de ces affirmations n'a, à ce jour, été établie de manière rigoureuse et reproductible. Ce sont des récits, parfois troublants, jamais des preuves. Et la prudence scientifique commande de ne rien conclure d'extraordinaire tant qu'on n'a pas écarté toutes les explications ordinaires. C'est justement pour départager ces interprétations, pour passer du récit à la mesure, qu'une recherche sérieuse a vu le jour. Et c'est ici qu'intervient un médecin et chercheur dont le nom revient dès qu'on parle de ce sujet, Sam Parnia, qui exerce aux États-Unis et qui s'est consacré, depuis des années, à l'étude rigoureuse de ce qui se passe pendant et après l'arrêt cardiaque. Parnia a voulu sortir ce domaine de la croyance et du témoignage isolé pour le faire entrer dans le cadre de la science vérifiable. Il a conçu et coordonné de grandes études, menées dans plusieurs hôpitaux à la fois, sur des patients réanimés après un arrêt cardiaque. Ces études portent un nom, qui évoque l'éveil, la conscience, et la première s'est appelée Hour. L'idée de Parnia était d'une simplicité redoutable, et tout entière tournée vers la rigueur. Puisque certaines personnes affirment avoir vu, d'en haut, la scène de leur réanimation, eh bien, vérifions. Il a fait disposer, dans des salles de soins, des images placées en hauteur, sur des étagères, sur des supports, des images que l'on ne pouvait voir que d'un point de vue surélevé, du plafond en quelque sorte.
L'idée était la suivante. Si une personne, pendant son arrêt cardiaque, vivait réellement une perception détachée flottant au-dessus de son corps, elle aurait du pouvoir décrire ces images cachées en hauteur. Et si, au contraire, nul ne les décrivait jamais, cela inviterait à chercher l'explication du côté du cerveau plutôt que d'une perception venue d'ailleurs. Un test simple, honnête, élégant. Une manière de soumettre l'extraordinaire à l'épreuve du fait. Et que donnèrent ces études? Ici encore, je veux être d'une exactitude scrupuleuse, car c'est sur ce genre de sujet que l'imprécision fait le plus de dégâts. Ces grandes études ont confirmé, d'abord, un fait solide. Une proportion notable de personnes réanimées après un arrêt cardiaque gardent le souvenir d'une expérience pendant cette période où elles étaient, selon toutes les apparences, inconscientes. Le phénomène est donc bien réel, fréquent, mesurable. Cela, les travaux de Parnial ont établi avec sérieux. En revanche, le test des images cachées, lui, n'a pas apporté la confirmation spectaculaire que certains espéraient. Les cas où une personne aurait pu décrire en détail ses cibles dissimulées furent, pour dire les choses comme elles sont, d'une grande rareté, voire absents, en tout cas trop peu nombreux et trop incertains pour qu'on puisse en tirer une conclusion ferme. La grande énigme, donc, reste entière. On a confirmé que l'expérience existe. On n'a pas démontré qu'elle correspond à une perception réelle venue d'au-delà du cerveau. Et pourtant, ces études ont apporté autre chose, quelque chose qu'on n'attendait pas et qui mérite toute ton attention. Elles ont montré que ceux qui ont vécu une telle expérience en ressortent, le plus souvent, transformés, et transformés dans le même sens. C'est l'un des faits les mieux établis de tout ce domaine, et l'un des plus touchants. Les personnes qui gardent le souvenir d'une expérience de mort imminente perdent, dans une large mesure, la peur de mourir. Ce n'est pas qu'elles cessent de tenir à la vie, au contraire. Mais le seuil, qu'elles ont approché de si près, a cessé de leur faire horreur. Beaucoup disent revenir avec un sentiment d'apaisement durable, une conviction tranquille que la fin, quelle qu'en soit la nature, n'est pas à craindre. Et ce changement, lui, n'a rien de spéculatif. On peut le mesurer, l'observer dans les années qui suivent, l'entendre dans le témoignage de milliers de personnes. Il y a plus encore. Ces personnes décrivent souvent un changement dans leur manière même de vivre. Une attention nouvelle aux autres, une moindre importance accordée aux choses matérielles, un désir accru de bonté, de présence, de lien. Comme si d'avoir frôlé la fin leur avait rendu plus précieux ce qui faisait le cœur de l'existence, et plus dérisoire ce qui l'encombrait. Que faut-il en penser, du point de vue de la science? On peut comprendre cela sans rien invoquer d'extraordinaire. Frôler la mort est l'un des événements les plus marquants qu'un être humain puisse traverser, et il serait étrange qu'un tel choc ne laisse pas de traces profondes. Mais que l'on explique cette transformation par la neurologie, par la psychologie, ou par autre chose, le fait demeure, et il est lumineux. Ceux qui se sont approchés du seuil en reviennent, presque tous, moins effrayés et plus aimants. Ce que la mort de près leur a enseigné, ce n'est pas l'angoisse, mais une forme de paix. Songe à ce que cela signifie pour toi, cette nuit, qui m'écoute sans avoir frôlé quoi que ce soit. Tu peux recueillir, de loin, un peu de cette leçon que d'autres ont payée très cher. Tu n'as pas besoin d'approcher le seuil pour entendre ce que disent ceux qui l'ont approché. Et ce qu'ils disent, dans leur immense majorité, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Que le passage, autant qu'ils aient pu en juger, est doux. Que ce qui compte, c'est la manière dont on aime et dont on vit, ici, maintenant, dans la chaleur du présent. Voilà un savoir étrange, à mi-chemin entre la science et la sagesse, mais un savoir fondé sur des milliers de récits convergents, et offert à qui veut bien l'entendre. Voilà où nous en sommes, et il faut savoir habiter cette incertitude sans la fuir. La science a établi des choses réelles, et elle s'est arrêtée, honnêtement, au bord de ce qu'elle ne sait pas. Elle a établi que le cerveau, au seuil de la mort, peut produire une activité inattendue, intense, organisée. Elle a établi que beaucoup de personnes ramenées de très près gardent le souvenir d'une expérience d'une grande richesse, souvent paisible. Elle a établi que cette expérience est réelle en tant qu'expérience vécue. Et elle s'est arrêtée là, devant la question de savoir ce que cette expérience est vraiment, devant la question de savoir si la conscience peut, ou non, dépasser un instant les limites où nous la croyions enfermée. Sur ces dernières questions, la science ne dit pas oui, et elle ne dit pas non. Elle dit, avec une honnêteté qui la grandit,
qu'elle ne sait pas encore. Et peut-être que cette honnêteté, justement, est ce qu'il y a de plus beau dans toute cette histoire. Car il serait facile, devant un tel mystère, de céder à la tentation de tout expliquer, ou à celle de tout croire. Les meilleurs chercheurs ne font ni l'un ni l'autre. Ils tiennent la mesure. Ils disent ce qu'ils savent, ils marquent la frontière de ce qu'ils ignorent, et ils continuent de chercher, avec patience, sans rien promettre. Il y a, dans cette attitude, une forme de courage tranquille, le courage de regarder en face la plus grande des questions sans prétendre la résoudre d'un mot. Et toi, cette nuit, tu peux faire de même. Tu peux tenir au bord de ce mystère, sans angoisse et sans illusion, simplement présent à l'étrangeté douce de ce que nous sommes. Reviens un instant à ce qui se passe à l'intérieur, dans la machine biologique, car il y a là quelque chose qui mérite ton émerveillement. Pourquoi le cerveau ferait-il cela? Pourquoi, privé d'oxygène, s'embraserait-il au lieu de s'éteindre tout net? Plusieurs chercheurs avancent une piste, encore hypothétique, mais qui a sa cohérence. Tant que les neurones disposent d'un peu d'énergie, ils maintiennent un équilibre électrique délicat, une différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur de leur membrane, qui est la condition même de leur activité. C'est un équilibre coûteux, qu'il faut entretenir sans cesse, comme on écope sans relâche une barque qui prend l'eau. Quand l'oxygène manque, cet équilibre ne peut plus être tenu. Et au moment où il commence à céder, il pourrait se produire une décharge, une libération massive et soudaine de l'activité accumulée, comme un barrage qui lâche. Cette décharge pourrait expliquer, en partie, la flambée d'ondes que l'on observe. Un dernier grand mouvement de toute la machine, à l'instant où elle bascule. Il faut entrer un peu plus avant dans cette mécanique, car elle est d'une beauté austère. Chaque neurone, pour fonctionner, maintient autour de lui une frontière chimique, une barrière réglée avec soin entre le dedans et le dehors de sa membrane. À l'intérieur, certaines particules chargées, à l'extérieur, d'autres. Cette différence, maintenue à grands frais, est comme un ressort tendu, une charge gardée en réserve, prête à servir. C'est elle qui permet au neurone de lancer son signal, de transmettre son éclair à ses voisins. Et pour tenir cette frontière, le neurone travaille sans répit, rejetant au dehors ce qui doit rester dehors, ramenant au dedans ce qui doit rester dedans, comme un gardien infatigable. Ce travail consomme de l'énergie, beaucoup d'énergie, et c'est pour cela que le cerveau a tant besoin de son oxygène et de son sucre, sans interruption. Or, quand le sang cesse de couler, ce gardien s'épuise. Il n'a plus de quoi alimenter son effort. La frontière, peu à peu, ne tient plus. Les charges qui étaient séparées avec tant de soin commencent à se mêler, à franchir la barrière qui ne les retient plus. Et il vient un moment où la digue cède d'un coup, où toute cette charge accumulée se libère en même temps, à travers de vastes étendues de tissus nerveux. Les chercheurs nomment ce phénomène une vague de dépolarisation, une onde qui se propage à travers le cerveau comme une houle silencieuse. Et le passage de cette vague, contre toute attente, s'accompagne d'une intense bouffée d'activité électrique, un dernier embrasement, avant que le silence ne s'installe pour de bon. Voilà, peut-être, une part de l'explication de cette flambée. Non pas un miracle, mais le grand relâchement d'un ressort tenu tendu toute une vie. Songe à ce que cela voudrait dire, sans en faire plus que ce qui est permis. Le sursaut du cerveau mourant ne serait pas un miracle, ni un message venu d'ailleurs. Il serait l'expression la plus profonde de sa propre nature, une dernière manifestation de la vie électrique qui l'animait depuis le premier jour. Comme une vague qui, en se brisant sur le rivage, déploie un instant toute sa puissance avant de se retirer. Comme une corde de violon qui vibre une dernière fois, avec une ampleur particulière, juste avant de se taire. Il y aurait, dans cette idée, une cohérence presque musicale, l'idée que la fin d'un système si complexe ne se fait pas dans la grisaille, mais dans une dernière intensité, un dernier accord tenu, avant le silence. Et puisque nous parlons du temps, il faut s'arrêter sur l'un des aspects les plus déroutants de ces récits, celui qui touche à la perception de la durée. Beaucoup de ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente décrivent une étrange dilatation du temps. Quelques secondes d'arrêt cardiaque, à peine, et pourtant le souvenir d'une expérience vaste, parfois ressentie comme très longue, comme si le temps s'était étiré. C'est ce qui ressort, par exemple, du célèbre défilé des souvenirs, cette impression que toute une vie repasse en un éclair. Comment une vie entière tiendrait-elle dans quelques secondes?
Peut-être parce que le temps que nous vivons n'est pas le temps des horloges. Le temps que nous éprouvons, c'est le cerveau qui le fabrique, à partir du rythme de ses propres processus. Et si ce rythme, dans la flambée finale, s'emballe ou se transforme, alors le temps vécu, lui aussi, pourrait s'étirer et se déformer, faisant tenir des heures de souvenirs dans le pli d'un instant. C'est une idée qui a quelque chose de vertigineux, mais aussi, à bien y réfléchir, de paisible. Tu connais déjà, dans ta vie ordinaire, cette élasticité du temps. Tu sais qu'une heure d'attente ennuyeuse peut sembler une éternité, tandis qu'une soirée heureuse passe en un souffle. Tu sais que, dans le rêve, des récits entiers se déroulent en quelques minutes de sommeil. Le temps que ton cerveau te fait vivre n'a jamais été tout à fait celui des horloges. Il a toujours été modelé, étiré, comprimé par ton état intérieur. Et si, au seuil ultime, cette plasticité du temps atteignait son comble, alors les derniers instants mesurés par l'horloge pourraient correspondre, pour celui qui les vit, à une durée bien plus ample, peut-être paisible, peut-être même hors du temps. La science ne peut le confirmer du dedans. Mais l'idée n'a rien d'absurde, et elle a quelque chose de doux. Pense au rêve, justement, car il est, chaque nuit, ta preuve intime de cette étrangeté du temps. Lorsque tu dors et que tu rêves, ton cerveau fabrique des mondes entiers, des paysages, des visages, des histoires qui te semblent durer des heures. Et pourtant, à l'horloge, quelques minutes seulement se sont écoulées. Tu as vécu, en ton dedans, un temps bien plus long que le temps mesuré. Cela t'arrive cette nuit même, et chaque nuit de ta vie, sans que tu prennes garde. Le rêve est la preuve quotidienne que ton cerveau n'a pas besoin du monde extérieur pour te faire vivre des durées, des images, des émotions d'une grande richesse. Il est produit de lui-même, à partir de sa propre substance. Et si, au seuil ultime, il déployait une dernière fois ce pouvoir, il pourrait offrir à celui qui s'en va une expérience aussi vaste qu'un rêve, dans le pli d'un instant trop court pour qu'aucune horloge ne le mesure. Il y a là une parenté que tu peux méditer sans crainte. Chaque soir, en t'endormant, tu lâches prise sur le monde, tu laisses ta conscience extérieure s'estomper, et tu te confies à ton cerveau, qui te fait traverser la nuit, qui te fait rêver, et qui te rend au matin. Tu fais cela des milliers de fois au cours d'une vie, avec une confiance absolue, sans même y penser. Le sommeil est une petite remise de soi, répétée chaque nuit, une manière douce de quitter le jour pour le retrouver. Et il n'est pas interdit de penser que le grand seuil, le dernier, ressemble par certains côtés à cet abandon familier, en plus profond, en plus total. Non pas un saut dans l'horreur, mais un relâchement, un lâcher-prise, semblable à celui que tu connais si bien et qui, chaque nuit, te porte sans danger jusqu'au matin. Il y a, au cœur de tout cela, une question plus grande encore, qui plane sur toute notre histoire, et qu'il faut bien nommer, même si nul ne sait y répondre. C'est la question de la conscience elle-même. Comment se fait-il qu'un assemblage de matière, de cellules, de courants électriques, produit cette chose intérieure, ce sentiment d'être quelqu'un, de voir, de ressentir, d'exister du dedans? Tu peux décrire un neurone jusqu'au moindre détail, suivre chacun de ses signaux, et pourtant rien, dans cette description, ne te dit pourquoi il y a, quelque part, une expérience vécue. C'est ce que les philosophes et les chercheurs appellent le grand mystère de la conscience, et nul ne l'a résolu. Nous savons que la conscience dépend du cerveau, qu'elle se trouble quand il se trouble, qu'elle s'absente quand il s'endort. Mais comment la matière s'éveille à elle-même, cela demeure l'une des énigmes les plus profondes que l'esprit humain ait jamais affrontées. Et c'est bien parce que cette énigme n'est pas résolue que la question de la mort reste si ouverte. Si nous comprenions tout à fait comment naît la conscience, nous saurions peut-être ce qu'il advient d'elle quand le cerveau s'éteint. Mais nous ne le comprenons pas. Nous voyons l'activité du cerveau s'embraser puis se taire. Nous recueillons les récits de ceux qui reviennent. Et entre les deux, dans l'intervalle où se tient l'expérience vécue elle-même, nous ne savons pas regarder. C'est un angle mort, le plus profond de tous, celui où la science rencontre la limite de ses instruments. Non pas parce qu'elle manque d'appareils, mais parce que l'expérience vécue, par nature, ne se laisse pas mesurer du dehors. Nul accent aigu G ne dira jamais ce que ressent celui qui l'observe. Il dira seulement ce que fait son cerveau. Et le pont entre les deux, entre le faire et le ressentir, nous ne savons pas encore le bâtir. Permets-moi maintenant d'élargir un peu le regard, et de te montrer combien ce mystère est ancien,
et combien il est universel. Car ce que la neuroscience explore aujourd'hui avec ses électrodes, les hommes l'ont pressenti, raconté, mis en image depuis l'aube de notre espèce. Toutes les cultures, sur tous les continents, ont placé au cœur de leur récit ce passage du seuil. Et il est frappant de constater à quel point les images se rejoignent. La lumière au bout d'un chemin. Le passage d'une rive à une autre. La rencontre, au seuil, avec ceux qui nous ont précédés. Le voyage de l'âme à travers un couloir, une porte, un fleuve. On retrouve ces motifs dans des textes très anciens, dans des traditions séparées par des océans et par des millénaires, chez des peuples qui n'ont jamais pu se parler. Et l'on peut se demander, sans rien trancher, si cette parenté des images ne vient pas, justement, de ce que le cerveau humain produit des expériences semblables au seuil de la mort, parce qu'il est, partout, fait de la même façon. Voilà une pensée qui réconcilie, d'une certaine manière, la science et le mythe. Si le cerveau humain, en tout lieu et en tout temps, traverse au seuil de la mort des états comparables, des sensations de lumière, de passage, de paix, alors il n'est pas étonnant que les récits du monde entier se ressemblent à ce point. Le tunnel des traditions anciennes et le rétrécissement du champ visuel, décrit par les neurologues, pourraient être deux manières de dire la même chose. La lumière accueillante des textes sacrés et la flambée d'activité dans les régions visuelles du cerveau mourant pourraient se répondre. Cela n'enlève rien à la beauté des mythes. Au contraire, cela leur donne un fondement, et cela montre que, bien avant nos appareils, les hommes avaient déjà entrevu, à leur manière, quelque chose de vrai sur ce moment. Songe à la profondeur de cette intuition humaine. Bien avant qu'on ne sache ce qu'était un neurone, bien avant qu'on ne devine l'existence des ondes du cerveau, nos ancêtres avaient déjà placé, au cœur de leur récit, l'idée que la mort n'est pas un mur, mais un passage. Ils parlaient de seuils, de portes, de fleuves à franchir, de chemins qui mènent ailleurs. Ils enterraient leurs morts avec soin, leur donnaient des offrandes, des fleurs, des objets, comme pour un voyage. Et cette attitude, qui remonte à des dizaines de milliers d'années, dit quelque chose de profond sur notre espèce. Nous sommes les êtres qui, depuis toujours, refusent de voir dans la mort un simple arrêt. Nous y avons toujours pressenti un mouvement, un passage, une suite que nous ne comprenons pas. Et voilà que la neuroscience, avec ses moyens si différents, retrouve quelque chose de cette image. Là où l'on croyait l'arrêt sec, elle découvre, elle aussi, un mouvement, une dernière traversée. Il ne faut pas en conclure, bien sûr, que les anciens avaient raison sur tout, ni que leurs récits décrivent avec fidélité ce qui se passe. La science ne valide pas les mythes, elle éclaire le terrain à sa façon. Mais il y a quelque chose de touchant à voir converger, par des chemins si éloignés, l'intuition la plus ancienne de l'humanité et la mesure la plus récente de nos laboratoires. Comme si, à travers les âges, par le mythe d'abord et par l'instrument ensuite, les hommes tournaient autour de la même vérité entrevue, sans jamais la saisir tout à fait. Cette vérité, nous ne la possédons toujours pas. Mais nous la cernons un peu mieux, et de deux côtés à la fois, par le cœur et par la mesure. Et il y a, dans cette double approche, une beauté qui dépasse la simple curiosité. Et puisque nous remontons ainsi vers les origines, élargissons encore. Demande-toi pourquoi la mort existe, et tu verras qu'elle est, elle aussi, inscrite dans la grande histoire du vivant. La mort n'est pas un accident de la vie, une panne, un défaut de fabrication. Elle est, d'une certaine façon, le revers nécessaire de la vie complexe. Les premiers organismes, les plus simples, les bactéries des origines, ne mouraient pas vraiment de vieillesse. Elles se divisaient sans fin, se renouvelaient en se dédoublant. C'est avec l'apparition des êtres complexes, des corps faits de cellules nombreuses et spécialisées, que la mort individuelle est entrée dans le monde. Le prix de la complexité, en quelque sorte, le prix d'avoir un corps, une histoire, une mémoire, fut d'avoir aussi une fin. Et notre cerveau, le plus complexe des organes, est l'aboutissement le plus extrême de cette aventure, celle qui a fait surgir, à partir de la matière, des êtres capables de savoir qu'ils mourront, et de s'en émerveiller. Arrête-toi sur cette idée, car elle a une portée immense. La mort, loin d'être l'ennemi de la vie, en est en quelque sorte la grande alliée secrète. C'est parce que les individus passent que les espèces se renouvellent, que les générations se succèdent, que le vivant peut changer, s'adapter, inventer du neuf. Si rien ne mourrait jamais, rien de nouveau ne pourrait naître, faute de place et faute de temps.
La mort fait le vide où peut surgir la vie suivante, comme l'automne prépare le printemps, comme la nuit prépare le jour. Le grand fleuve du vivant ne coule que parce que chaque goutte, à son tour, se retire pour laisser passer les suivantes. Et toi, qui es né, tu es le fruit d'une longue chaîne d'êtres qui ont vécu, transmis, puis cédé la place. Tu existes grâce à toutes ces fins qui t'ont précédé. Ta vie même est un don de ceux qui sont passés avant toi. Il y a, dans cette pensée, de quoi changer le regard qu'on porte sur la fin. Ta mort, le jour venu, ne sera pas une anomalie, une injustice, un accroc dans l'ordre des choses. Elle sera ta participation au grand mouvement qui t'a fait naître, ton tour dans la ronde, le geste par lequel, à ton tour, tu rendras la place à ceux qui viennent. Ce n'est pas une pensée triste, à bien la regarder. C'est même l'une des plus apaisantes qui soit, car elle te replace dans une histoire immense, dont tu es un maillon vivant, ni le premier ni le dernier, accordé au rythme de tout ce qui vit. Les arbres de la forêt le savent, à leur façon. Les saisons le savent. Et ton corps, qui se renouvelle sans cesse, dont presque chaque cellule sera remplacée au fil des ans, le sait aussi, dans sa chair. Tu es déjà, en ce moment, un flux, un passage, une vague qui se forme et se défait sans jamais s'arrêter. C'est cela, peut-être, le plus étonnant de tout. Nous sommes, autant que nous le sachions, la seule forme de matière dans l'univers qui sache qu'elle va mourir, et qui puisse y penser sans s'effondrer. Une étoile ne sait pas qu'elle s'éteindra. Une montagne ne sait pas qu'elle s'érodera. Mais toi, cette nuit, sous ta couverture, tu le sais, et tu peux y songer avec une tranquillité que nul autre être n'a jamais connue. Cette conscience de la fin, qui pourrait être un fardeau, est aussi le sommet de ce que la vie a produit. C'est elle qui donne à chaque instant son poids, sa saveur, sa préciosité. C'est elle qui fait que tu peux aimer, te souvenir, te demander d'où tu viens et où tu vas. Et c'est cette même conscience, peut-être, qui s'embrase une dernière fois dans la flambée du seuil. Il faut bien saisir l'étrangeté de ce que nous faisons, toi et moi, cette nuit. Un cerveau, ton cerveau, est en train de réfléchir à ce qui arrive au cerveau quand il meurt. La matière la plus complexe que nous connaissions se penche sur sa propre fin, et tente de la comprendre. C'est un repli vertigineux, une boucle que rien d'autre, dans tout l'univers connu, ne semble capable d'accomplir. L'amas d'étoiles ne s'interroge pas sur son sort. L'océan ne médite pas sur sa propre vague. Mais ces 86 milliards de neurones, repliés dans le creux de ton crâne, parviennent à cette chose stupéfiante, ce savoir mortel et y penser quand même, sans détourner le regard. Il a fallu des milliards d'années d'évolution pour que la matière en arrive là, pour qu'un peu d'elle s'éveille, se retourne sur elle-même, et se demande ce qu'elle est. Tu es ce point d'éveil. Tu es la matière devenu capable de se contempler. Et c'est ce cerveau même, cette merveille capable de penser sa propre fin, qui t'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Il ne te trahira pas au dernier moment. Il fera ce qu'il a toujours fait, ce pourquoi il s'est construit sans hâte au fil des âges, il produira de l'expérience, tant qu'il le pourra. Et s'il est vrai, comme les tracés le laissent penser, qu'il déploie au seuil une dernière flambée, alors son dernier geste sera encore un geste de vie, un dernier acte de cette fonction qui t'a tenu compagnie depuis ton premier souffle. Il n'y a pas, dans cette image, de raison d'avoir peur. Il y a, au contraire, quelque chose qui ressemble à une fidélité, la fidélité d'un compagnon qui ne te lâchera la main qu'au tout dernier instant, et peut-être pas même alors. Reviens maintenant, sans hâte, vers ce qu'il faut retenir de tout cela, car le cœur de notre histoire est là. Pendant des siècles, on a imaginé la mort du cerveau comme une chute brutale dans le noir, une extinction nette et froide. La science prudente d'aujourd'hui dessine une image différente et plus douce. Le seuil n'est pas un mur, mais un passage qui prend du temps, quelques minutes, durant lesquelles le cerveau, loin de s'éteindre sans réagir, pourrait connaître l'un de ses moments les plus intenses. Une dernière flambée d'activité, un dernier grand mouvement de toute cette merveille électrique. Et il se peut, sans qu'on puisse l'affirmer, que ce moment soit habité, pour celui qui le vit, par une expérience d'une vivacité et d'une paix particulière. La science ne le promet pas, mais elle ne l'exclut pas non plus, et c'est déjà beaucoup. Il faut redire, une dernière fois, où passe la ligne entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, car c'est cette ligne qui protège à la fois de la peur et de l'illusion. Ce qui est établi, c'est l'activité électrique inattendue au seuil, observée chez l'animal,
et plus rarement, chez l'homme. Ce qui est établi, c'est la réalité des expériences vécues par ceux qui reviennent de très près, leur fréquence, leurs traits communs, leur intensité souvent apaisante. Ce qui est en cours d'étude, c'est le lien exact entre cette activité du cerveau et ces expériences vécues, le mécanisme précis qui les engendre. Et ce qui demeure spéculatif, grand ouvert, c'est la grande question de la nature dernière de cette expérience, de savoir si elle est tout entière l'œuvre du cerveau, ou si elle effleure quelque chose qui nous dépasse. Cette dernière question, personne, aujourd'hui, ne peut honnêtement y répondre. Et il y a, dans cet aveu, plus de dignité que dans n'importe quelle certitude trop vite proclamée. Laisse cette pensée se déposer en toi, sans la forcer. Ce que la science nous apprend de plus précieux, sur ce seuil, ce n'est pas une réponse, mais une couleur. Là où l'on craignait le néant et l'effroi, elle entrevoit de la lumière, de l'activité, de la paix. Là où l'on imaginait une chute, elle aperçoit peut-être un dernier déploiement. Cela ne supprime pas le mystère, mais cela le rend habitable, presque tendre. Tu peux songer à ce moment, le tien comme celui de tous les êtres que tu aimes, non plus comme une porte qui claque dans le noir, mais comme un passage que le cerveau, fidèle jusqu'au bout, accompagne de sa dernière clarté. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est seulement une manière plus juste et plus douce de regarder ce que nous ignorons encore. Et ce qui rend tout cela si apaisant, c'est que ce mystère, à la différence de tant d'autres, n'épargne et ne distingue personne. Il ne fait l'exception de personne. Le plus puissant des hommes est le plus humble, le savant et l'ignorant, l'enfant et le vieillard, chacun traversera le même seuil, et chacun y emportera le même cerveau, fait des mêmes neurones, capable de la même dernière flambée. C'est l'expérience la plus largement partagée qui soit, et pourtant la plus intime, la plus solitaire. Tous ceux qui ont vécu avant toi l'ont traversée. Tous ceux qui vivront après toi la traverseront. C'est le seul rendez-vous que nul ne manque, et c'est, fait troublant, ce qui nous relie au plus profond, les uns aux autres, par-delà les langues, les époques, les continents. Tu n'es pas seul devant ce seuil. Toute l'humanité, depuis le premier homme qui a enterré ses morts avec des fleurs, t'y a précédé et t'y accompagne. Songe à cela, en te laissant aller vers le sommeil. Ce cerveau qui repose en ce moment dans ta tête, cette merveille de 86 milliards de neurones, t'a accompagné chaque seconde de ta vie. Il a tenu pour toi le fil de tes souvenirs, le fil de tes joies et de tes peines, le fil de ton identité même. Il a veillé pendant que tu dormais, réglant ton souffle, ton cœur, sans que tu aies jamais à y penser. Il t'a fait voir, entendre, aimer, comprendre. Et le jour venu, dans très longtemps, il t'accompagnera encore, jusqu'au bout, jusqu'à ce dernier moment où, peut-être, il déploiera pour toi une ultime clarté. Il n'y a pas, dans toute ta vie, de compagnon plus fidèle. Et cette fidélité ne te quittera pas, même au seuil. Il y a une consolation profonde à comprendre que la nature, dans sa sagesse aveugle, semble avoir disposé les choses avec une certaine douceur. Le manque d'oxygène, qui éteint le cerveau, commence par éteindre la douleur et la peur, ces substances apaisantes qui inondent l'esprit dans les moments extrêmes. Le voile de l'inconscience tombe vite, souvent en quelques secondes, bien avant que les cellules ne meurent. Ceux qui sont revenus de très près en témoignent presque tous, et c'est leur message le plus constant. Ce n'était pas effrayant. C'était calme. C'était même, disent beaucoup, d'une douceur déroutante. Bien sûr, leur témoignage porte sur le seuil approché, non sur la mort accomplie, dont nul ne revient. Mais ce qu'ils rapportent du seuil même, est presque sans exception, dénué de terreur. Et cela, qui n'est pas une preuve de l'au-delà, est en revanche un fait observé, répété, et qui rassure jusqu'au fond de l'âme. Laisse donc se dénouer, cette nuit, la vieille peur qui s'attache à ce mot de mort. Non pas en te promettant des certitudes que nul ne possède, mais en te montrant que là où l'on plaçait l'horreur, la science, prudente, ne trouve pour l'instant que du calme, de la lumière, et un mystère ouvert. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il y a au bout. Personne ne le sait, et c'est très bien ainsi. Il te suffit de savoir que le chemin, autant qu'on puisse en juger, n'est pas un chemin de souffrance, mais un passage que ton cerveau accompagne de sa dernière douceur. Et que ce passage, tu le partages avec tous les êtres qui ont vécu, dans une fraternité silencieuse qui traverse tous les temps. Pense, un instant,
à tous ceux que tu aimes, et à tous ceux que tu as perdus. Cette histoire les concerne aussi, et elle change, en douceur, la couleur du souvenir qu'on garde d'eux. Là où l'on imaginait, pour ceux qui s'en sont allés, un dernier moment de noirceur et d'angoisse, la science prudente invite à se figurer tout autre chose. Un dernier instant peut être habité de lumière, de calme, de souvenirs aimés qui remontent. Un passage doux, accompagné jusqu'au bout par ce cerveau fidèle. Nul ne peut l'affirmer, et il faut rester honnête sur ce qu'on ne sait pas. Mais on peut, au moins, cesser de redouter le pire pour ceux qu'on a aimés, et leur prêter, sur ce seuil, un peu de cette paix que tant de revenants ont rapporté. C'est une consolation qui n'efface pas le manque, mais qui adoucit, peut-être, le souvenir de leur départ. Et pour toi-même, cette nuit, il n'y a rien d'autre à faire que de laisser cette douceur t'envelopper. Tu n'as aucune décision à prendre, aucune vérité à conquérir. Le mystère restera entier au matin, et la vie continuera, pleine et chaude, comme avant. Mais quelque chose, peut-être, se sera dénoué en toi. La grande peur ancienne, celle qui rôde au fond de chaque cœur humain depuis que l'homme est homme, aura desserré un peu son étreinte. Non pas parce qu'on a trouvé la réponse, mais parce qu'on a regardé le mystère en face, sans détourner les yeux, et qu'on l'a trouvé, contre toute attente, plus doux qu'on ne le craignait. Reviens, à présent, de ces pensées lointaines, vers la chaleur de ton lit, vers la tiédeur de ta couverture, vers le poids tranquille de ton corps qui repose. Tout ce dont nous avons parlé est très loin de toi, cette nuit. Ton cerveau, en ce moment, ne fait rien d'autre que ce qu'il aime, ralentir, se reposer, laisser ses ondes devenir lentes et amples comme la houle d'une mer calme. C'est cela, le sommeil, une douce répétition du repos, chaque nuit, sans rien de grave, sans rien d'irréversible. Tu t'endors, et demain tu te réveilleras, et ton cerveau t'aura veillé pendant tout ce temps. Il n'y a, cette nuit, aucun seuil à franchir, seulement le seuil familier et bienveillant du sommeil, que tu connais et qui te connaît. Songe à la chance que tu as, cette nuit, de pouvoir simplement te reposer. Ton cœur bat, régulier, et envoie sans répit son flot de sang tiède vers ta tête. Ton cerveau le reçoit, baigné d'oxygène, nourri, vivant, libre de ralentir et de rêver. Tout ce dont nous avons parlé, l'arrêt, la flambée, le seuil, tout cela appartient à un avenir si lointain qu'il ne projette aucune ombre sur ton présent. Cette nuit, ton cerveau ne fait que ce qu'il préfère. Après une journée de veille, il se laisse glisser vers ces rythmes lents, vers la grande houle paisible du sommeil profond. Il n'y a rien à craindre, rien à surveiller. Le grand mystère peut attendre. Toi, tu peux dormir, porté par la fidélité tranquille de cet organe qui veille sur toi sans relâche, et qui le fera, fidèle, jusqu'au matin. Ressens, si tu le veux bien, comme cette histoire t'aide à relâcher quelque chose. La peur de la fin, qui pèse parfois en silence au fond de chacun, peut se desserrer un peu, cette nuit, à la lumière de ce que la science a entrevu. Non pas qu'on ait tout résolu, mais on a déplacé l'image. Là où il y avait un gouffre noir, il y a désormais une question ouverte, une activité, une clarté possible, une paix souvent rapportée. Et une question ouverte, contemplée avec sérénité, est d'une douceur sans mesure auprès d'une terreur fermée. Tu peux poser cette question quelque part en toi, comme on pose un objet précieux sur une étagère, et la laisser là, tranquille, sans avoir à la résoudre cette nuit. Ton souffle entre, calme, et descend dans ta poitrine. Ton souffle s'en va, et emporte avec lui un peu de ce qui te pesait. Tu n'as rien à diriger, rien à tenir, rien à résoudre. Le grand mystère du seuil restera là demain, et après-demain, patient, et la science continuera, sans toi cette nuit, de l'explorer pas à pas. Toi, tu peux te reposer. L'air entre, l'air ressort, à son rythme apaisé, et chaque souffle te dépose un peu plus avant dans le sommeil, comme une barque qui glisse au fil d'une eau calme, portée par le seul courant. Tes pensées, à présent, deviennent des fragments épars. L'image d'une courbe d'onde gamma s'élevant comme une dernière vague. Une lumière douce au bout d'un long passage. Le visage paisible de ceux qui sont revenus et qui n'avaient plus peur. Le grand fleuve des hommes, depuis l'aube des temps, traversant tous le même seuil. Ces fragments flottent en toi, de plus en plus distants les uns des autres, séparés par de larges plages de calme où plus rien ne se forme. Tu ne cherches pas à les retenir. Tu les laisses se défaire, l'un après l'autre, en douceur,
comme les ondes du sommeil profond qui montent et qui t'emportent. Et tu te souviens, en t'enfonçant dans le repos, de cette chose vraie et apaisante. Que ton cerveau, ce compagnon fidèle, veille sur toi cette nuit comme il a fait chaque nuit de ta vie. Qu'il connaît mieux que personne le chemin du repos, et qu'il t'y conduit en cet instant, marche après marche, avec la même douceur dont il fera preuve, un jour, dans très longtemps, au tout dernier seuil. Tu peux te confier à lui sans crainte. Il sait te garder. Il sait te porter. Il a toujours su. Au-dessus de toi, par-delà le toit et la nuit, le grand mystère de la conscience demeure entier, beau et tranquille, et il n'a nul besoin que tu le résolves pour t'accorder son repos. D'innombrables êtres dorment en ce moment sous le même ciel, leur cerveau ralenti comme le tien, leurs ondes apaisées, tous reliés, sans le savoir, par ce même prodige de matière qui pense et qui se repose. Tu fais partie de cette grande fraternité endormie, une petite chaleur vivante parmi des milliards, accordée à leur lente respiration commune. Le froid des grandes questions règne loin, immense et clair, mais ici, dans la tiédeur de ta couche, sous le toit qui t'abrite, tu es bien, tu es au chaud, tu es à l'abri, et le sommeil t'enveloppe avec la douceur d'une couverture que l'on tire sur un enfant. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.